Ce soir, à l'émission, le secteur bioalimentaire des Laurentides dévoile sa nouvelle stratégie. Les enjeux qui menacent la rentabilité des entreprises sont importants en ce moment. Et une médaille de la députée pour le pharmacien Stéphane Boily. On a choisi la personne en fonction de tout ce qu'elle apporte dans la communauté. En entrevue, je reçois l'historien et camionneur Philippe Aubry qui nous présente sa conférence « Saint-Jérôme au temps de la route nationale 11 ». C'est un phénomène qui est à peu près centenaire, les routes nationales. Je m'entretiens également avec Martine Bouchard à propos du bilan québécois 2024 en matière de dons d'organes. Il y a quand même encore plus de 850 personnes qui sont en attente d'un don d'organes. Enfin, on monte dans l'arène avec Maude Pilon-Bernier pour un gala de lutte. On a un public qui est vraiment familial. Bienvenue à Accès Local. Mardi 4 mars 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Il y a des représentants de l'industrie bioalimentaire de la région qui se sont réunis la semaine dernière pour parler de l'avenir de ce secteur. Oui Claude, c'était le grand forum de concertation bioalimentaire des Laurentides qui s'est déroulé vendredi dernier à Blainville. L'événement a été organisé par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. Sur place, il y avait 80 acteurs de la chaîne alimentaire des Laurentides, notamment des entreprises de transformation, de production et de distribution qui étaient présents. Et quel était l'objectif de cette rencontre? Alors, de participer à l'élaboration de la nouvelle stratégie bioalimentaire 2025-2030 des Laurentides, qui est financée en partie par l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région. La dernière stratégie avait pris fin en 2023 et a été axée notamment sur l'accès aux terres et la valorisation des métiers. L'industrie devait maintenant donc se doter d'un nouveau plan pour les prochaines années. Quelles sont, Clara, les priorités qui ont été mises de l'avant par cette nouvelle stratégie? L'objectif d'une stratégie du genre, c'est de garder les entreprises de la région en bonne santé, de développer de nouveaux marchés, le tout en étant durable. Bien sûr, certains enjeux ont évolué dans les dernières années dans le domaine bioalimentaire et le but, c'est aussi de savoir bien répondre aux préoccupations des producteurs locaux. On peut écouter à ce sujet Pierre-Olivier Quesnel, qui est directeur régional des Laurentides au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est sûr que les enjeux qui menacent la rentabilité des entreprises sont importants en ce moment. Donc, on a vécu la pandémie, une période d'inflation, donc il y a de l'incertitude. Il y a tout ce qui est l'achat local qui est important aussi, qui a été très fort pendant la pandémie et là, avec le contexte actuel qui semble revenir, donc les entreprises tiennent là, à ce qu'on se repositionne sur ces thématiques-là. Okay. Ce forum-là, Clara, se tient dans le cadre d'un processus de consultation beaucoup plus large. Là. Tout à fait. Le forum en soi prenait la forme de différents ateliers pour les représentants du secteur qui étaient sur place pour essayer de trouver des pistes de solutions aux défis rencontrés par l'industrie. Mais en amont, depuis cet hiver, du travail a déjà été fait sous la forme d'entrevues, de sondages et de groupes de discussion. Quelle place occupe l'industrie bioalimentaire dans l'économie des Laurentides? Selon les données du gouvernement du Québec collectées en 2023, 11 % des habitants des Laurentides travaillent dans le secteur bioalimentaire, ce qui représente 6 % du PIB régional. Pour ce qui est de l'agriculture, on compte 1267 fermes sur le territoire, qui est constituée à 10 % de terres agricoles. La production principale est la production de légumes, suivie par le lait puis les céréales. Du côté de la transformation alimentaire, on compte 230 établissements enregistrés sur le territoire des Laurentides. C'est justement le secteur de la transformation qui représente la plus grande part du PIB, soit 32 %. Pour ce qui est des 37 000 emplois qui sont générés par l'industrie dans la région, près de la moitié sont dans la restauration commerciale, qui compte presque 1700 établissements sur le territoire des Laurentides. Il y a quand même 40 000 personnes qui vivent dans les déserts alimentaires dans notre région. Si elles sont généralement de plus petite taille, les exploitations agricoles ont connu une croissance exponentielle dans les dernières années, comparativement au reste du Québec. En 2011 et 2021, les revenus agricoles ont augmenté de 55 % dans la province, mais de 93 % dans la région. Mais en parallèle à ça, le prix des terres agricoles a augmenté de 59 % entre 2020 et 2023. Et pour promouvoir justement cette économie locale, le Conseil des préfets lance une nouvelle campagne de publicité. Oui, c'est la campagne Les Laurentides J'en mange qui existait déjà, mais qui a connu un petit coup de jeune avec de nouveaux visuels. Ça se peut donc que vous voyez passer des publicités au courant des prochaines semaines. On écoute M. Quesnel à nouveau à propos de cette nouvelle campagne. On vise à accroître la visibilité de notre identifiant régional pour faire la promotion des produits. Voilà, Claude, et pour ce qui est de la nouvelle stratégie bioalimentaire de Laurentides pour les 5 prochaines années, ça devrait être finalisé et partagé dans les prochains mois. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du pharmacien Stéphane Boily. À plus tard, Claude.
Les producteurs agricoles et citoyens de la région se sont mobilisés contre le projet de loi 93 lors d'une manifestation tenue le 28 février dernier devant les bureaux du ministre de l'Environnement Benoît Charette à Saint-Eustache. Cette mobilisation visait à dénoncer la vente forcée d'un terrain appartenant à la ville de Blainville à l'entreprise Stablex pour l'agrandissement de son site d'enfouissement de déchets dangereux. Selon l'UPA Outaouais-Laurentides, ce projet met en péril un milieu humide essentiel à la biodiversité situé près des terres agricoles et des zones habitées. Ce projet, ajoute l'UPA, menace directement la qualité de l'eau, l'intégrité des sols et la sécurité des populations locales. Le groupe des futurs entrepreneurs universitaires de l'Université du Québec en Outaouais accueillera la 12e édition du Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides le samedi 22 mars. Dès 8 h et jusqu'à 19 h, le campus de Saint-Jérôme ouvrira ses portes et vous permettra de découvrir des conférencières et conférenciers spécialisés en entrepreneuriat. Cet événement se veut l'occasion de rencontrer des gens qui partagent une même passion et une même curiosité à l'égard du monde entrepreneurial. Il est possible de s'y inscrire jusqu'au 13 mars prochain. Historien de formation et camionneur de métier, Philippe Aubry a certainement le profil idéal pour nous raconter l'histoire des routes du Québec. Il nous en propose un chapitre dans le cadre d'une conférence intitulée « Saint-Jérôme au temps de la route nationale 11 » qu'il présentera à la Vieille Gare le mercredi 19 mars. Il est avec nous pour nous mettre en appétit. Monsieur Aubry, bonsoir. Bonsoir. La route 11, c'est pas la seule voie terrestre sur laquelle vous vous êtes penché. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on risque globalement de découvrir quand on s'intéresse à l'histoire d'une route? Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que dans mes recherches, l'histoire des routes, c'est que je me rends compte, c'est l'évolution du tracé. Ouais. Ce qu'il faut savoir, la plupart des gens ignorent, mais on se promène en voiture pas mal à tous les jours aujourd'hui, mais on ignore de où ça a commencé. Et c'est un phénomène qui est à peu près centenaire, les routes nationales. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir comment ça a commencé et comment le tracé a évolué au fil du temps selon l'achalandage et la demande. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu cette époque-là où ça s'appelait la route 11. Ce qu'il y a de nouveau pour moi, c'est la mention route nationale. Mettez-nous un peu dans le contexte des routes nationales au Québec. En fait, les routes nationales, c'est un effort du gouvernement québécois à partir des années 1920 de prendre en charge tout ce qui touche au déplacement en automobile sur la terre. Parce qu'auparavant, c'est un effort qui est plus privé, je dirais. Les routes, c'était moins important et moins organisé. Mais le gouvernement québécois, dans les années 1910, va créer la loi sur les bons chemins, ce qui permet d'octroyer des subventions aux municipalités pour qu'elles prennent en charge les routes. Mais rapidement, on se rend compte qu'on veut se déplacer entre les municipalités. Oui. Et ça, pour les municipalités, ça coûte extrêmement cher et c'est dur à organiser. Ça fait un peu des guerres de clochers. Qui va s'occuper de la route entre deux villages? Et c'est là que le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Voirie, va créer un réseau de routes intermunicipales qui deviennent les routes nationales, qui sont des routes importantes, et c'est lui qui va s'occuper de l'entretien, mais aussi de la construction des infrastructures sur ces routes-là, comme par exemple des ponts, parce que c'est très dispendieux, les municipalités n'ont pas ces budgets-là. On gagnait des élections même avec les ponts. Oui, effectivement. Ça ressemblait à quoi, dites-moi, en 1926, circuler sur la route 11 en automobile? Ça dépend à quelle hauteur on se trouve, et c'est là où c'est intéressant, justement, tout le travail que j'ai fait dans mes recherches, puis ce que je présente en conférence, c'est de montrer d'une ville à l'autre comment que la route 11 à l'époque est très différente. Si on se trouve en zone urbaine, comme ici à Sainte-Thérèse, mais à Sainte-Thérèse, la route va être pas mal plus jolie que ce qu'on peut trouver au nord de Saint-Jérôme, qui c'est simplement une route en gravier et encore. Moi, je présente des photos d'époque. Les gens sont toujours surpris de voir, OK, c'est ce qu'on appelle une route nationale. Ça ressemble pas vraiment à une route, c'est plus un sentier. Je sais que vous êtes en mesure de raconter l'histoire de la route 11 de Montréal jusqu'à Mont-Laurier. Oui. Vous ciblez la conférence du 19 mars plus particulièrement dans le secteur de Saint-Jérôme. Pourquoi? Je vous dirais, en fait, je vais parler des Basses-Laurentides. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Jérôme, c'est la capitale de la région des Laurentides, mais en 1926, au moment de l'ouverture de la route 11, c'est déjà une ville qui est très importante. Puis ce qui est intéressant de Saint-Jérôme, c'est que le tracé de la route 11 par rapport à la route 117 a très peu évolué, et moi, j'explique les raisons. Ouais. Entre autres, le fait de l'ouverture de l'autoroute des Laurentides en 1959, qui agit à titre de voie de contournement pour la route 11, puisqu'elle est trop achalandée. Il y a déjà du trafic dans ce temps-là et les gens s'en plaignent.
plaignent. Bon, vous avez remporté, M. Aubry, en 2024, le prix Engagement Paysage en Mouvement. Ça, c'est décerné par la Fédération Histoire Québec. C'était pour une série de capsules vidéo intitulée « Histoire d'un Nord ». Parlez-nous d'un Nord NORD. Parlez-nous de ce projet. Ben, en fait, le projet Histoire d'un Nord, c'est un peu le travail qui permet de parler d'histoire. Parce que vous savez, vous m'avez présenté un historien de formation. Moi, j'ai un bac en histoire, mais j'ai fait le choix d'aller faire une carrière en tant que camionneur. Mais la passion de l'histoire, ça m'a jamais quitté. On s'entend camionneur, c'est pas un métier qui est très intellectuel, malgré que j'adore ça. Mais moi, je demeure un intellectuel. Et j'avais envie d'apporter ma contribution à l'histoire du Québec dans un sujet qui m'est assez propre, c'est-à-dire l'histoire des Laurentides. Mais ce qui est arrivé avec le temps, moi, sur YouTube, j'ai fait une 50aine de capsules maintenant dans lesquelles je vulgarise l'histoire de la région. Mais vous savez, ma carrière a un peu déteint sur ma recherche historique. J'imagine. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que je me spécialisais plus en histoire des transports qu'en histoire des Laurentides, puisque d'autres historiens ont déjà parlé de l'histoire des Laurentides. Je pense à Serge Lorrain ou bien à Michel Allard. Mais le sujet qui m'est propre, c'est l'histoire des routes. En travaillant sur l'histoire de la route 11, puisque ça m'intéressait grandement, bien, mon regard d'historien maintenant, dans toutes les recherches que je fais, va être porté autour de l'histoire des transports. Et d'ailleurs, je suis en mesure aussi de parler de l'histoire du chemin de fer dans les Laurentides, qui est tellement important. Alors, en terminant, je rappelle que la conférence du 19 mars, présentée par Histoire et Archives Laurentides, ça a lieu à 19h à la vieille gare de Saint-Jérôme. Et c'est gratuit. Philippe Aubry, merci beaucoup pour votre visite. Je vous remercie. Les tournois de baseball des Spartiates de Boisbriand-Sainte-Thérèse porteront désormais le nom du lanceur professionnel Derek Aucoin. Ces tournois provinciaux, dont ce sera le 30e anniversaire, auront lieu du 24 au 29 juin à Boisbriand. Un total de 24 équipes composées de joueurs âgés de 7 à 9 ans s'affronteront au parc portant aussi le nom du lanceur. Derek Aucoin, joueur professionnel et membre du temple de la renommée RDS de Baseball Québec, a grandi et joué son baseball mineur à Boisbriand, lui qui a fait partie des organisations des Expos de Montréal et des Mets de New York. Il est décédé le 26 décembre 2020 à l'âge de 50 ans. Le Cégep de Saint-Jérôme a mis sur pied une série d'activités immersives et éducatives en sciences avec le soutien du pôle à l'enseignement supérieur des Laurentides. Ce projet, mis de l'avant par Mathilde Loisel-Davidson, enseignante en mathématiques au Cégep de Saint-Jérôme, vise à stimuler la curiosité scientifique des élèves du secondaire et à leur faire découvrir les multiples facettes des domaines scientifiques et technologiques. Les élèves de l'école polyvalente Lavigne et de l'école secondaire d'Oka ont pu assister à des ateliers dirigés par des enseignants du collège. Ça ne se produit pas tellement souvent, mais on a présenté un gala de lutte tout récemment à Sainte-Thérèse et Maude Pilon-Bernier a préparé ce qui suit. Moi, ça fait depuis les années 2000 que je suis dans le domaine. J'ai été lutteur avant d'être promoteur. On commence ça par là, je pense, pour ceux qui sont dans le domaine. Et depuis 2023, j'ai pris ma retraite du ring et je me concentre à 100% sur ce qu'on fait ici à la NCW. J'ai lutté pour la NCW à partir de 2008, mais je suis devenu promoteur à partir de 2015. Par le passé, on se promenait un peu partout au Québec, mais maintenant, on est vraiment centralisé sur la Rive-Nord. Tous les lutteurs ici, on approche trentaine, quarantaine. On a beaucoup on a de la famille. Fait qu'on essaie d'éviter les déplacements. Puis moi, comme je suis de Mirabel, ben, j'ai voulu rapprocher ça de chez nous. Puis Sainte-Thérèse, c'est un beau spot. Mais à cette heure, on fait beaucoup de villes comme Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Sophie, Saint-Jérôme. Pour ceux qui ne sont pas habitués au domaine, on peut se poser la question où est-ce qu'on sort des lutteurs, mais il y a quand même près de 250 lutteurs au Québec. Moi, je suis chanceux à la NCW, j'ai des lutteurs qui sont fidèles, qui sont tout le temps là à mes spectacles. Alors, j'ai tout le temps les 25, 30, 20 lutteurs. Okay? Puis on parle de combien d'événements par année? Maintenant, je suis rendu père de 2 enfants. Là. Je me contente à 13-14 événements par année. Quand même, c'est quand même pas pire, justement. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans la soirée? À la soirée, c'est une grosse soirée remplie d'actions. Ça va brasser, mais en respectant toujours les limites. Là, on a un public qui est vraiment familial. Je m'arrange toujours d'écrire mes spectacles en pensant que mes filles peuvent regarder le spectacle. C'est une pièce de théâtre interactive où les gens peuvent interagir avec les lutteurs.
sais, quand on va voir le théâtre, on ne peut pas crier des insultes ou faire réagir les artistes. Tandis qu'ici, à la lutte, les spectateurs peuvent déranger les lutteurs, puis on peut jouer avec ça aussi. Puis qui sont tes artistes, justement, ce soir? Les artistes, dans leur vie personnelle, j'ai du monde de tous les milieux. J'ai des comptables, des policiers, j'ai des professeurs d'école. Mais dans le ring, vous allez voir toutes sortes de personnages. J'ai des monstres, j'ai des brutes. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, puis j'ai grandi dans ce monde-là. Mon père, il en faisait, mon oncle, il est jumeau. Donc, depuis que je suis né, j'ai grandi là-dedans. J'ai des souvenirs, j'allais voir mon père, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, j'ai vraiment ça dans le sang, puis j'ai grandi, puis j'ai idolisé mon père là-dedans, puis toute ma vie, je me suis dit, moi, je vais faire ça un jour. Qu'est-ce qui t'attirait quand tu étais petit? C'est sûr que le fait d'avoir grandi là-dedans, puis l'effet spectacle et tout ça, puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même de très introverti dans la vie de tous les jours. Oui, je suis enseignant, mais on dirait que le fait d'être lutteur, tu rentres dans la peau d'un personnage, puis ça te permet d'extérioriser tout ça. Puis c'est vraiment plaisant. Le fait d'être capable de faire réagir la foule comme tu veux, puis d'avoir des interactions de même. Mais moi, je joue le rôle des méchants. Là. Fait que là, le rôle, c'est de faire bien paraître le gentil qui essaie de me voler ma ceinture. Quand ça fait plusieurs années, plusieurs mois que tu luttes au même endroit avec le même genre de foot, tu viens que tu apprends les différents types de foot, tu sais qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent pas voir. Puis en sachant ça, ben là, tu es capable de jouer là-dessus puis de leur présenter quelque chose qu'ils aiment, si c'est ce que tu veux faire, ou quelque chose qu'ils n'aiment pas, si tu veux le faire réagir, de leur faire sortir le méchant un peu, puis te faire crier des insultes. Puis tout ça, est-ce que ça se réfléchit pendant ou avant le spectacle? Avant, c'est sûr que, tu sais, souvent quand tu as un combat, c'était contre ton adversaire, ben on est en arrière-scène, puis comme une pièce de théâtre, on va jaser de comment on va faire ça, comment on va faire réagir. Qu'est-ce qui va se passer un peu dans le combat. Okay. Puis on pratique ça un petit peu en arrière, puis après ça, rendu dans le ring, oui, il y a toujours de la place à l'improvisation, mais les grandes lignes sont là, puis c'est vraiment un travail d'équipe, c'est comme une danse, puis s'il y en a un qui se perd un peu, et, on est capable de se communiquer dans le ring, on fait quoi, on est rendu où. Je suis vraiment fier de ma région, même qu'on a créé un championnat des Mille-Îles pour vraiment représenter la Seigneurie des Mille-Îles. Okay. Moi, j'étais un petit gars de Saint-Eustache au départ, les Patriotes, puis je suis vraiment fier de ma culture. Justement, récemment, en entrevue, j'en parlais. C'est important que tous les noms de spectacles à la NCW soient en français, que les lutteurs parlent en français. C'est vraiment important pour moi. Je sais que des fois, avec les réseaux sociaux maintenant, on a un public plus anglophone. Des fois, c'est pas juste au Québec, mais pour moi, c'est important de faire rayonner la culture québécoise. Puis j'essaie de le faire à la NCW, même si c'est un sport, même s'il y a des préjugés. Mais dans le milieu, souvent, on appelle ça un sport parce que c'est vraiment des comédiens et des athlètes dans le ring. Oui, on a les réseaux sociaux, mais la meilleure publicité pour nous, c'est le bouche à oreille. Puis on veut que les gens en parlent. Puis même si c'est pas des amateurs de lutte, quelqu'un qui vient voir la NCW une fois, c'est sûr qu'il va passer une belle soirée. C'est pas comme le regarder à la télévision ici. Là, les gens sont pas gênés de lâcher leur fou, puis c'est facile de s'impliquer dans un spectacle comme un soir. Là. Aujourd'hui, j'ai fait toute une découverte, non seulement un sport, mais vraiment tout un spectacle. Je vous invite à découvrir la lutte, puis on vous attend au prochain événement. Transplant Québec, l'organisme de référence en matière de dons et de transplantation d'organes, dresse un bilan positif de l'année 2024 qui confirme une activité particulièrement soutenue depuis les 10 dernières années. N'empêche, on déplore encore une fois un nombre élevé de receveurs potentiels en attente d'un organe qui pourrait leur sauver la vie. J'en discute avec Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec. Madame Bouchard, bonsoir. Bonsoir. On va d'abord regarder ce qu'il y a de positif. Alors, quels sont les indicateurs qui permettent de dire que le don d'organes se porte bien au Québec? Bien, d'abord, ça fait 2 ans consécutifs qu'on a 206 donneurs. Donc, ça, c'est une première. Avant, on n'arrivait jamais à passer la barre des 200. Malgré ça, il y a quand même encore plus de 850 personnes qui sont en attente d'un don d'organes. Donc, on est bon, mais on n'est pas vraiment bon. Voilà. On pourrait être mieux. C'est ça. Donc, il est là, le gros mais, ça va bien. Mais vous pointez justement vers ces personnes-là qui sont dans l'angoisse de l'attente. Vous soulevez un problème systémique. Alors, expliquez-nous la mécanique du don d'organes et qu'est-ce qui tourne pas rond? C'est
très complexe. En fait, c'est un écosystème hyper compliqué. C'est une des raisons pour laquelle on s'est présenté, puis on milite avec le gouvernement pour avoir une loi encadrante sur le don d'organes et la transplantation. Il n'en existe pas au Québec. On devrait en avoir une. On s'est basé, quand on a rencontré en commission parlementaire, sur des experts qui sont venus nous rencontrer en 2021. On s'est basé aussi sur tout le savoir scientifique pour dire qu'est-ce que ça prend pour avoir une organisation en don d'organes et transplantation qui se respecte. Une des choses, c'était d'avoir une loi encadrante. Une autre, c'était d'avoir un organisme qui soit mandaté officiellement. Présentement, Transplant Québec l'est avec une entente de gestion, mais ça fait qu'on n'a pas les coûts des franges par rapport aux demandes financières annuelles. On parle aussi de la sensibilisation publique. Actuellement, on est un OBNL. On souhaite continuer d'être une OBNL, mais ça fait en sorte qu'on a des budgets hyper limités, une semaine par année pour faire la sensibilisation auprès du public, ce qui est grandement insuffisant. Et on parle aussi, dans notre mémoire, d'avoir toute la formation obligatoire auprès des professionnels de la santé qui œuvrent auprès de la population. Une autre chose qui est très, très importante, c'est la notion de référencement obligatoire. Donc, à chaque fois qu'il y a une mort imminente dans un centre hospitalier, on devrait avoir un appel qui fait en sorte qu'on nous avise et qu'on peut partir d'ores et déjà tous les processus de rencontrer la famille si la famille ou la personne qui est décédée a manifesté un intérêt d'être un donneur d'organes. Un problème qui est soulevé, c'est qu'entre le référencement et le don d'organes lui-même, il y aurait, j'ai sursauté en voyant ce chiffre-là, 111 personnes qui seraient impliquées directement ou indirectement. Comment ça s'explique, ça? Ben, c'est pas un problème. En fait, ça fait en sorte que ça explique l'ensemble de l'écosystème et la complexité. Vous savez, on traite avec les familles, on traite avec les médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes, soit à l'urgence, soit aux soins intensifs, soit au bloc opératoire. On traite aussi avec les policiers bénévoles, donc pour le transport des organes et pour les équipes médicales. Donc, si on met ça de bout en bout, les préleveurs, les transplanteurs, ça fait en sorte que y a OK, là, on parle d'un nombre de personnes que ça touche directement. Oui, tout à fait. On ne s'est pas présenté comme un problème. Vous plaidez aussi pour la mise en place d'un guichet unique en ligne. Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire, ça? Bien, actuellement, on a 3 façons de manifester notre intérêt d'être donneur d'organes. Donc, vous le savez, à l'arrière de l'endos de la carte d'assurance maladie, ça, c'est une manifestation d'intention. On a ensuite la possibilité de le faire via le site de la RAMQ, qui est assez compliqué. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, ça prend le numéro Clic Santé, ça prend, faut remplir les cases particulières, faut imprimer, faut poster. Et on a l'autre possibilité qui est avec la Chambre des notaires. Donc, 3 possibilités. La Chambre des notaires, c'est pas gratuit et c'est pas leur mandat premier de donner de l'information par rapport au consentement. Donc, ce qu'on dit, c'est il y a des applications qui existent, il y a des autres façons qui existent à travers la province, à travers le Canada, à travers les États-Unis aussi, qui fait en sorte qu'on peut manifester notre intérêt ou enlever notre consentement à une place qui est gratuite, 24 heures sur 24, qui fait en sorte que ça facilite aussi le travail des gens dans le centre hospitalier pour aller vérifier l'intention de la personne, également Transplant Québec. Puis ça s'entend très bien, l'expertise. c'est vous qui l'avez. Moi, je rappelle en terminant que Transplant Québec existe depuis plus de 50 ans avec la mission de promouvoir la culture du don tout en contribuant à la recherche et à la formation. Martine Bouchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La députée des Plaines, Lucie Lecourt, a remis une médaille de la députée à un pharmacien de la région. Oui, Claude, c'est Stéphane Boily, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu à Sainte-Anne-des-Plaines, qui a reçu cet honneur lors d'une petite cérémonie qui s'est tenue le 21 février dernier. Pour ma part, je suis allée visiter M. Boily sur son lieu de travail pour qu'il me parle de son implication au sein de la communauté, ainsi que des nouvelles responsabilités qui ont été allouées aux pharmaciens dans les dernières années. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Stéphane Boily est un homme connu de tous à Sainte-Anne-des-Plaines. Il est pharmacien de profession et donc en demande constante, mais il est aussi connu pour son engagement envers notre communauté, pour son travail sur le terrain et pour son écoute. Effectivement, la médaille de la députée, on en remet un certain nombre dans un mandat. La fois qu'on remet une médaille, c'est qu'on a choisi en équipe, moi je fais ça avec mon équipe, on a choisi la personne en fonction de tout ce qu'elle apporte dans la communauté. Donc aujourd'hui, on a décidé de la remettre à M. Boily, Stéphane Boily, qui est pharmacien ici à Sainte-Anne-des-Plaines, mais au-delà
de son rôle comme pharmacien, donc proche de la communauté, c'est quelqu'un qui remet beaucoup à la communauté. Non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps. J'ai eu un ostéosarcome, cancer des os, j'avais 6 ans, donc perdu ma jambe à l'âge de 6 ans. Puis quand je suis arrivé à l'âge de me choisir une profession, bien, j'avais bénéficié du système de la santé étant jeune. Fait que j'avais le goût de m'impliquer dans le domaine de la santé pour pouvoir aider les gens. Donc, j'ai choisi la pharmacie. Fait qu'à travers les années, bien, quand on a commencé à la pharmacie, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de droits. On faisait juste vérifier des prescriptions, les interactions, ces choses-là. Puis avec le temps, les lois ont changé. On en est venu à occuper un rôle beaucoup plus large dans la profession. On peut jouer un rôle de première ligne. Donc, les gens peuvent passer par nous autres pour différentes choses. Donc, on a ici 36 ordonnances collectives qui permettent de traiter quelqu'un qui a une morsure de chat, quelqu'un qui se bloque dans le dos, qui aurait besoin de relaxation musculaire, anti-inflammatoire, quelqu'un qui a une otite, un streptocoque, etc., une rhinosinusite, pour éviter de passer par le médecin et laisser les places disponibles pour les gens qui ont vraiment besoin d'un médecin pour un diagnostic. Donc, ça a permis d'élargir avec le temps. Et puis, à travers de ça, bien, en connaissant beaucoup la population, bien, ça a permis de s'impliquer dans la communauté à différents niveaux, tant au niveau des écoles, pour des milieux qui ont moins de sous, pour autant l'hygiène corporelle, de les aider à leur fournir les produits, l'éducation là-dessus, autant au niveau, c'est à la grandeur du magasin, au niveau des cosmétiques qu'on s'implique pour expliquer le maquillage au niveau des jeunes filles, nos cosméticiennes y vont, au niveau des résidences de personnes âgées. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de support, des familles qui n'ont pas des gens qui peuvent les visiter. Il n'y a pas toutes des familles qui sont présentes. Donc, ça permet d'aller leur donner un petit cadeau puis d'être présent à ce niveau-là. Puis tant au niveau de différents organismes de la communauté, que ce soit au niveau sportif, soccer, hockey, baseball, patinage artistique, là, on peut nommer à peu près tout ce qui existe dans la communauté, on est présent. Avec les années, là, on a grossi. Puis comme je dis, on est rendu maintenant avec 3 infirmières. Donc, on est rendu avec un service vraiment, vraiment élargi. Clinique de sang, Jean Coutu, etc., etc., etc. Je dirais qu'on est dans à peu près tous les domaines qui peuvent se prêter dans la ville de Saint-Anne-des-Plaines, comme je dis, autant au niveau communautaire que de la santé, etc., etc. J'aime beaucoup les gens, de pouvoir les aider quand ils repartent, puis que j'ai l'impression qu'ils vont mieux, qu'ils se sentent mieux. Bien évidemment, ça fait, on se sent bien, puis je suis content de pouvoir redonner ça. C'est un homme de cœur. C'est un homme aussi d'écoute. Ce qu'on a fait comme gouvernement, on a remis beaucoup de responsabilités aux pharmaciens, aux pharmaciennes, justement parce qu'ils sont proches de leur communauté. Donc, puis M. Boily avait déjà, dans le passé, entamé des façons de faire, mis en place des façons de faire, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la loi a été adoptée, puis leur a permis justement d'être encore plus proche de leur communauté, donc d'être des gens de première ligne, parce que c'était ça l'idée derrière le projet de loi, mais lui il avait déjà ce côté très humain-là. Alors, c'est pour cette raison qu'on l'a choisi. C'est un bel honneur que je ne m'attendais pas, donc je remercie Mme la députée et le gouvernement de m'avoir remis ce bel honneur-là. Là. Je veux dire, quand on le fait pas pour les honneurs, on le fait parce qu'on veut donner quelque chose au niveau de la communauté puis faire progresser le système, puis faire avancer au niveau du Québec pour que les gens soient mieux servis. Donc, mais d'avoir une reconnaissance, ça fait plaisir. Voilà, Claude, Mme Lecourt a déjà remis 3 médailles depuis le début de son mandat en 2018. La première était à l'infirmière Sarah Cuerrier-Riel pour avoir sauvé une famille d'une maison en flammes. Les 2 autres ont été remises l'automne dernier à la famille Darèche pour leur rapport au patrimoine culturel du Québec. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. La tablée politique suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.